Le 1er mai 2012, les travailleuses et travailleurs de France sont traditionnellement sortis dans les rues. Mais au lieu de voir passer des manifestants ou les films déjà vus, il y avait également le Bazar au Bazacle, qui consacrait 4 jours de rencontres et de festivités autour de la convergence des luttes. Autour du 1er mai et entre les 2 tours de l'élection présidentielle, nous avions axé des réflexions sur le travail. Et peu avant l'événement, Nicolas Sarkozy a déclaré: Le 1er mai, nous allons organiser la fête du travail. Mais la fête du travail, du vrai travail, de ceux qui travaillent dur. Ce qui m'a poussé à m'interroger sur le sens du travail. Le vrai travail, c'est quoi? Celui du partage féroce et forcé du temps de travail entre surtravail, sous-travail et sans-travail, avec des milliards d'euros supplémentaires, 3 millions de temps partiels à 60% subis, 3 millions de précaires, 5 millions de chômeurs, c'est ça le vrai travail? Le vrai travail, celui soumis au chantage, à l'emploi, au licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif, boursier et incontrôlé. Le vrai travail, celui des auto-entrepreneurs, 1 million en théorie, la moitié en réalité, qui se font exploiter comme faux salariés à bas prix et sans protection sociale. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est déjà d'être dans un milieu qui me permet moi de pouvoir travailler chez moi, me faire ma maison, en ayant toutes les connaissances et accès à tout un tas de connaissances et de gens qui ont des connaissances qui m'entourent pour pouvoir moi faire ma maison et mettre un toit sur la tête de mes enfants à moindre coût. Parce que je pourrais pas. Non, mais ouais. Mais donc t'as un plaisir dans ton travail. Ah oui, bien sûr. Oui. Oui, il y a un certain plaisir, heureusement. Mais après, physiquement, c'est difficile. Ah ouais? J'ai 43 ans, j'ai le dos défoncé. Là, je vais me faire opérer, parce que j'ai une hernie discale et je peux plus marcher. Tu vois. On va boire un coup. Ouais, on va y aller. Ça, c'est via ton travail. Ouais, bien sûr. Moi, je travaille depuis l'âge de 14 ans. Et j'ai rien foutu à l'école. Dans ma vie, j'ai fait que des travails physiques. J'ai jamais fait de travaux de style intellectuel ou quoi que ce soit. Ouais, j'ai toujours travaillé qu'avec mes mains. Et après, tout dépend de quel milieu tu viens. Aussi, quel milieu t'évolues. Voilà. C'est sûr. Moi, j'avais des parents qui leur vie, c'était le travail. Donc, ton vie travaille vite. Voilà, mon père, dès l'instant que je travaillais, que je retroussais les manches, il était content. Il disait, tu t'en sortiras dans la vie. Il m'a jamais dit, tiens, si tu travailles pas à l'école, tu peux éventuellement aller vers ce travail-là, ou ci ou ça. Je savais même pas qu'il y avait autre chose que de marner comme un con toute la journée. Ouais. Qu'est-ce que tu as récupéré? Des boulots, carte de boulot, 3 pompes de sécu, même pas besoin des clés, tout est ouvert, il y a des outils, 3 merdes, 4 stylos, un dessin de mon gamin. On va chauffer, c'est bon. Et plus rien. Il faut savoir que pendant le conflit, on a fait très peu de grève. Le souci qu'on a eu, l'annonce a été faite le 23 octobre 2008, c'est un jeudi. Le 24 octobre, les organisations syndicales ont décidé de dire on reprend le travail, on bossera comme on pourra, mais on va bosser.
continue. Et on va continuer à se bagarrer. Et c'est de demander aux salariés, on les a sollicités pour répondre à toutes les AG, à tous les mouvements qui pourrait y avoir, tout ça, pour faire. On a continué à bosser. Le mouvement de grève qu'il y a eu, ça s'est passé en juillet 2009. La stratégie, c'était quand même de tenir le plus longtemps possible. Donc, en se mettant en grève dure et en n'ayant pas de salaire, évidemment, on n'aurait pas tenu le coup. Donc, il fallait avoir une activité minimum, bien sûr, pour qu'on ne soit pas classé comme gréviste. Donc, on a créé une association pour pouvoir percevoir des dons. Il y en a eu énormément de toute la France, des organisations syndicales, mais aussi de particuliers. Et un soutien énorme où les gens passaient nous voir, les périodes de fête que vous avez pu voir dans le film, des gens du Nord qui descendaient visiter de la famille, faisaient un détour pour venir à Villemur nous soutenir, discuter un moment avec nous, nous amener un gâteau. C'était très important parce que c'était pas facile pour nous et ce soutien est quand même très important. Effectivement, on s'est posé la question de reprendre l'activité. Mais pour qu'il y ait reprise d'activité, il faut que l'activité soit à vendre. Or, Molex, et dans le cas qui nous intéressait, ne vendait pas l'activité. Elle n'était pas vendue. Ce n'était pas une entreprise qui était en difficulté financière, c'était une entreprise où les dirigeants ont décidé de faire ailleurs une activité qui était rentable. Donc ça fait 120, ça fait 150, et il en y en a une trentaine de salariés qui n'ont pas voulu adhérer à la cellule de reclassement. Donc on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, donc ça on ne peut pas en dire. Donc il reste une centaine. Sur cette centaine qui reste, il y en a une cinquantaine qui jonglent avec des petits boulots intérim, machin, qui ont fait quelques formations et tout ça, et une bonne cinquantaine qui ont ni fait de formation, qui n'ont rien fait du tout, et voilà, ça fait une centaine de personnes qui sont quand même dans la galère. Et qui n'ont pas de perspective dans le vie. Et qui n'ont pas de perspective. Le vrai travail, celui des 600 accidents mortels, des 4500 mutilés du travail par an, celui des droits violés, des licenciements sans motif et des heures sup impayées. Le vrai travail, la pauvreté exploitée, apeurée qui sue, souffre et se tait, la dinde qui vote pour Noël. Je suis pas contre ceux qui militent pour un CDI, j'ai même tendance à les soutenir, sauf que moi c'est pas forcément ce que je cherche. Moi je cherche à travailler pour survivre, parce que je sais que je m'épanouirai jamais dans mon travail, et faire un minimum un travail qui me plaît un petit peu pour pouvoir faire d'autres trucs à côté. Je pense qu'on ne pourra jamais t'épanouir dans le travail. Je fais le travail qui me fait le moins chier, je me verrai pas faire autre chose que du travail social, mais je veux pas le faire à temps plein parce que je veux faire d'autres choses à côté et vu que j'ai pas de gros besoins, j'arrive à garder mon intermittence de travailleur social au chômage. Non, le vrai travail, celui des restaurateurs dont 1 sur 4 utilisent des clandestins non déclarés dans le fond de leur cuisine. Je suis un peu... J'ai fait mon premier argent de poche dans la restauration classique. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui m'a incité à jamais me former en cuisine et puis surtout à jamais vouloir y travailler. Il y a une rumeur qui traîne comme quoi en restauration, il faut monter sa boîte et embaucher des gens. Non. Pour faire des bénéfices et puis en vivre. Et alors il y en a qui appellent ça le bénéfice dans le mollet. Tu sais, tu fais le bénéfice dans le mollet de tes salariés. Ah oui, on les paye un peu et on les exploite au maximum. Peut-être comme dans chacune des entreprises où quelqu'un a mis des sous. Bien vivre, il faut exploiter l'autre. Après, il y a toujours une auberge au fin fond d'une petite route
de la province profonde, où tu vas tomber sur des restaurateurs humains avec un truc humain, et où à la rigueur payer, ça sera un échange de services. Ils t'ont fait passer du bon temps, et payer finalement c'est la moindre des choses. Alors qu'en fait, 3/4 des restaurants, c'est l'inverse. Ouais. Et voilà. Non, après aussi dans la restauration traditionnelle, dorénavant, tous les produits qu'on est obligé d'utiliser ou ainsi de suite sont plus des poisons que des nourritures. Donc cet antagonisme est terrible à envisager, quoi. Ouais. Et puis après, la restauration qui assassine pas ses clients, elle est un peu plus élitiste. Voilà le vrai travail, celui des millions de travailleurs pauvres, mal logés, qui n'arrivent pas à vivre avec leur salaire. Hein. Voilà, c'est celui-là. Hein. Le vrai travail, point d'interrogation, celui des travailleurs handicapés exclus du dispositif retraite anticipé, pour lesquels les patrons paient plutôt que de les embaucher. Celui des seniors licenciés, 2 sur 3 à partir de 55 ans, et qui ne peuvent cotiser que 35 annuités, alors que 42 sont exigés dorénavant pour une retraite décente. Et donc, tu te sens concerné par ce... Je me sens complètement concerné parce que j'ai un CDI, certes à temps partiel un petit peu, parce que j'ai refusé une augmentation pour être qu'à 32 heures, c'est-à-dire éviter de travailler le vendredi déjà. Et là, je suis après 20 ans de travail dans la régie de quartier où je bosse là actuellement. Apparemment, je n'ai pas la même philosophie que ceux qui sont au-dessus de moi, c'est-à-dire le conseil d'administration qui est une sorte, à vrai dire, de bureau politique UMP-PS. Donc dans le milieu associatif. Dans le milieu associatif, avec un patronat, voilà, avec le CA, quoi. Voilà, c'est le conseil d'administration. Et donc, j'ai pas vraiment la même conception du lien social, disons, et de la citoyenneté par rapport au quartier d'habitat populaire qui est Rennery. Et il paraît que c'est moi qui suis dans le faux. Donc, ils cherchent à m'écarter, voire à me licencier. Il me manque 4 ans aujourd'hui, avant d'être à la retraite. Parce que tu coûtes trop cher aussi. Alors, a priori, oui, je suis trop grassement payé pour le travail que je fais, bien sûr. Ça, c'est évident, et qu'un petit jeune, il baisserait de 500 €. Oui. Alors, en sachant que c'est quand même pas des salaires énormes, hein, je veux dire, je suis autour de 2 000 €, je suis un travailleur stable autour de 2 000 €, mais pas plus, quoi. Donc, en fin de carrière. En fin de carrière. En fin de carrière. En ayant des responsabilités. C'est plein de choses, c'est tout. C'est quelque chose qu'on ne serait pas obligé de faire. Le travail, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est la perversion de l'activité rémunérée, qui à la base est une activité professionnelle, la notion d'émancipation par une activité, la création, et qu'on a rendue aliénante aujourd'hui par un rapport à l'argent qui nous est indispensable pour survivre. Le travail, ça peut être considéré comme de la précarité organisée, ou ça peut être considéré comme un moyen d'expression pour soi et pour les autres. Tartine. Moi, je vous abandonne, je vais à la billetterie, mais je vais travailler. C'est quoi le travail ton travail rêvé? Mon travail rêvé? Tu me poses une colle, la Corentin, je sais pas. Celui qui se fait... Non. Non. Je sais pas. Je sais pas, c'est quoi? C'est ton travail rêvé, toi, que tu fais? Je suis au chômage. Moi, je suis étudiante, tu vois, c'est pas...
un homme, une voix, une personne, une voix, c'est-à-dire que le pouvoir dans la SCOP ne dépend pas de l'argent qu'on va mettre dans le capital, d'accord, de cette entreprise. On peut mettre pratiquement tout l'argent du capital global de la SCOP, pour autant n'avoir qu'une seule voix dans les décisions importantes qui se prennent en Assemblée Générale souveraine. C'est l'Assemblée Générale donc qui élit son gérant, sa gérante, révocable, c'est-à-dire qu'on est comme les pirates, on peut jeter le capitaine par-dessus bord si on estime qu'il gère mal ou qu'il représente mal notre structure. L'argent, les bénéfices sont automatiquement redistribués. Alors il y a plusieurs tiroirs dans les textes, mais les bénéfices normalement sont redistribués entre les salariés. Dans une SCOP, donc il y a des associés et il peut y avoir des salariés non associés. Pour autant, les salariés sont représentés en Assemblée Générale et vont bénéficier aussi, on va dire, de cette redistribution des excédents de l'entreprise. Finalement, la seule chose qu'on a à échanger les uns et les autres, c'est du temps, d'accord ? Du temps de travail, c'est-à-dire que je pousse une brouette ou que je fasse un devis chez moi, c'est-à-dire que je pousse une brouette qui est une activité de bourrin, mais il faut bien le faire, ou que je fasse un devis qui est une activité plus intellectuelle, ou que j'aille voir mon client qui est une activité relationnelle, sociale, etc. Une heure de travail, c'est une heure de travail. Il n'y a pas de hiérarchie de temps. Une heure de travail, c'est une heure que tu as bouffée au boulot plutôt que de le passer avec tes copains, à te balader, etc. Donc cette heure-là, elle vaut un tarif qu'on a décidé ensemble, qu'on aimerait bien être beaucoup plus élevé, mais on est aussi dans une réalité économique qui est que le bâtiment, on ne gagne pas tant de fric que ça, quoi. Au départ, on était plus libertaires. Et puis, quand on a démarré l'imprimerie, dans les années 70, jamais on n'aurait pensé partir à la retraite. C'était une utopie. On faisait ça, 20-25 ans, tu vois. 30 ans, c'est débile, quoi. On va pas s'associer pour travailler comme des cons. C'est de l'utopie. Et en fait, on est en 2011, elle existe encore. Mais les gens ont changé. Les copains ont disparu, ils sont morts, tu vois. Ça serait un truc assez dur. Et donc, il y a des nouveaux qui sont arrivés, tu vois. Ils ne sont pas libertaires. Mais on a essayé de leur expliquer comment on fonctionnait, ce qu'on voulait, où on voulait aller. Certains sont partis, ils ont dit que c'est des barjots, ces mecs et ces nanas. Et d'autres sont restés. Et maintenant, on a des copains il y a 15 ans qui sont là. On vient d'embaucher un jeune conducteur au fait, enfin, le mec il a 30 ans. Et d'entrée, on lui a dit, si c'est nos coopératives, voilà comment on fonctionne. Maintenant, on te donne 2 ans. Parce que sur le contrat, on a écrit ça. Sur le contrat, on est plus nombreux à l'avoir vu. C'est qu'au bout de 2 ans, le mec, il doit rentrer à la SCOP. Il faut qu'il rentre. Et donc le mec a été un peu surpris, et puis il a passé une semaine en nous disant je rentre le mois prochain. Je lui ai dit non, attends, réfléchis un peu encore. Il décide, c'est la jupe. Mais en plus, pourquoi tu réfléchis? Parce que par rapport à vous, nous on a un salaire commun tous, peu importe les heures que l'on fait. Moi je tourne des fois à 80 heures par semaine. Et la copine qui est aux maquettes a fait 40. La fin du mois, on a le même salaire. On n'a pas compté d'heures, on ne le fait pas. La majorité en réunion, c'est tout le monde. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, il n'explique pas. C'est tout le monde est d'accord ou on ne le fait pas. Le vrai travail, celui des femmes qui gagnent 27% de moins que les hommes. Le vrai travail, c'est ce qui nous permet de gagner de l'argent pour obtenir un vrai confort de vie. Par contre, l'activité dans une association, là on est des bénévoles et le premier poste de bénévole, ça pourrait être le président de la République qui devrait être le premier bénévole de France. Celui des mini-jobs, des stages, des emplois saisonniers atypiques, des 3x8, des 4x8, des intérims et CDT répétés. Moi je dis c'est l'abolition du salariat. Ouais.
c'est la production des richesses qui est répartie tout simplement. On n'a pas besoin d'un employeur qui salarie des salariés. Tu vois, donc quand il y a du salariat, il y a forcément de l'exploitation. En plus, dans l'ultralibéralisme, où tu as du travail précaire, tu as un salaire qui représente que dalle, tu travailles juste pour payer le logement, même pas, etc. Ça rime à rien, tout ça. Tu vois. Il vaut mieux ne pas travailler et concevoir une société avec une autre conception, une autre définition du travail, une autre conception de l'espace et du temps. Prendre son temps, une autre organisation sociale. Donc pour ça, mon point de vue, la seule solution qu'il y a, pas de propriété privée, c'est la collectivisation des moyens de production, tout simplement. On a cette double casquette, un peu dingo, un peu schizo, si tu veux, d'ouvrier et de patron. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, oui, on est nos propres exploitants. Il y a un taux d'absentéisme dans les vraies coopératives qui est très très bas. Si t'as les mecs, même malades, ils viennent, tu vois. Parce que tu te dis, je vais foutre les copains dans la merde. Et oui, oui. J'y vais, moi, je vais y rester jusqu'à 2 heures, autrement, ils vont être dans la merde. Voilà. Alors bon, tu vois. Ce qui est intéressant dans une scope, c'est que je vais mettre des sous dans cette scope. Quand je m'en vais, je ne peux pas réclamer les bénéfices que cet argent-là auront généré dans la boîte. Je repars avec les parts sociales que j'ai mis dans la boîte. Et l'objectif de la scope, quand même, c'est de faire perdurer un outil de travail. Donc je ne repars pas avec tous mes bénéfices et je laisse les copains sur le carreau en reprenant tous mes sous et en disant voilà, j'ai investi tant d'euros, ça a rapporté tant, je réclame cette somme-là, je m'en vais, je vous laisse sur la paille avec un outil de travail qui ne peut plus fonctionner parce que j'ai récupéré ma bétonnière, mon camion, etc. etc. Voilà, donc ça, c'est aussi, je trouve, ce qui est intéressant dans le statut des SCOP, c'est qu'on œuvre pour un bien commun, pour un outil de travail commun, on s'en va, on laisse, on fait perdurer cet outil de travail qui peut servir à d'autres. Pour les législatives, on sait qu'on va se taper des listes NPA, Vert, peut-être la région, Tarn, Haute-Garonne, tu vois, ça fait faire une grosse masse. Ça veut dire que c'est un temps très court entre le moment où le candidat est désigné et le moment où l'imprimeur doit poser les bulletins de vote et les professions de foi pour que ça soit envoyé chez les gens. Il se passe 15 jours. Et les 15 jours, ils vont tomber en plein dans l'épaule. Donc, tout le monde sait. Mais ça, c'est pas dit. Il n'y a pas eu de réunion pour dire les mecs, il y a les élections. Samedi et dimanche, je n'ai pas compris, on est au boulot. Ça s'est fait. Puis tout le monde regarde, merde, il y a 2 pauvres. Mais ouais, il y a 2 pauvres. Et puis voilà, quoi, il y a 2 pauvres. Donc on va bosser. Tu viendras le soir à 11h, le matin à 6h, samedi, dimanche, je n'ai pas compris, on va rouler. Par contre, là, on fait pas mal de fric. Et là, fin juin, parce que la préfecture va nous payer, normalement c'est 45 jours après maintenant. Bon. Donc on va avoir une grosse somme de fric, et là on va se filer royalement tous, tu vois, début juillet quoi, 2000 €, tu vois, on va faire, ouais, et on aura travaillé 130 heures par semaine. Tu vois, c'est pas... Oui, on fait pas ça pour le fric, on fait ça, c'est notre façon de travailler, c'est notre et façon de aussi que si on ne le prend pas ce boulot, on va pas y arriver quoi. Il faut qu'on le prenne, c'est notre survie, c'est la survie de 15 personnes. Il y a des boulots qu'on ne prendra pas. On n'a pas envie, je suppose qu'il y a des gens pour qui tu n'imprimeras jamais. Non, mais nous, il y a des gens pour qui... Nous, un jour, il y a un copain qui est arrivé en me demandant d'abord à moi, est-ce que tu veux faire toute la frise de céramique autour du commissariat central? Je lui ai fait non. Il est allé voir les copains, sans se consulter, ils ont dit non. Bon, il a abandonné. Toi, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Il y a vachement de plaisir des fois dans les boulots. On arrive à faire des boulots avec des copains qui nous amènent des textes qui sont super. J'en vois un qui a fait un texte sur une chorale. Tu vois, un bouquin de chorale qui est vachement sympa. Et quand tu fais des boulots comme ça, franchement, tu es content, quoi. Non, mais tu as le bouquin, tu l'as dans la main, c'est pas con. Puis on fait plein de bouquins pas cons, tu vois. Donc, Autant des seuls, vous aurez aussi des chagrins d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne saura jamais calmer ma douleur.
comme... Mes chers amis, chers camarades, chers corps intermédiaires, chers chômeurs déclarés ou radiés, je vous souhaite un joyeux 1er mai. Sait-on jamais, c'est peut-être la dernière fois que vous manifestez pour la fête du travail. Ben oui, à voir vos têtes, j'en conclus aisément que vous ne représentez pas les vrais gens qui travaillent, ceux qui se lèvent tôt. Le vrai travail, ce n'est pas vous, c'est évident. Chers licenciés de Molex, Freescale, Conti, chers précaires d'EDF, du Pôle emploi et autres fleurons de notre belle France travailleuse, je ne vous salue pas. La crise, c'est un peu à cause de vous. Vrai travail, parlons-en. Stress, risques psychosociaux, harcèlement, souffrance, suicide, chantage à l'emploi, management de combat. Celui des jeunes à 25% au chômage et à 80% au CDD. Il y a la notion de plaisir. C'est-à-dire, je pense que si on travaille dans le partage, dans le plaisir, dans le sens, à la limite qu'importe le travail. Moi j'ai travaillé quand j'étais jeune, je me souviens, avec des éboueurs. C'était une super équipe. Bon, et il y avait du plaisir dans le travail. Et du coup, paradoxalement, c'était des gens qui se bougeaient le cul au niveau syndical. Bon, ils étaient aussi dans le plaisir. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été militant, mais pour moi aussi, le militantisme, il doit être dans le plaisir. C'est-à-dire, pour moi, c'est la première réflexion. Quand on parle travail, je pense plaisir. C'est-à-dire, c'est évident que... En même temps, là, par exemple, tu as une liste de choses qui démontrent que le travail n'est pas forcément un plaisir pour la plupart des gens. Quoi. Mais justement, parce que j'ai eu cette chance de... C'est pour ça que j'ai commencé mon propos là-dessus. Comme j'ai eu cette chance de pouvoir avoir toujours... pas toujours, non, mais enfin, en grande partie du plaisir dans le travail, et que je sais qu'il y a des tas et des tas et des tas et des tas de gens qui n'ont pas ça, bon, ben, c'est clair que si je me contente de mon petit plaisir à moi, bon, ben, personnellement, en tant que judéo-chrétien et descartien, ça me semble assez... c'est un peu... Enfin, je pense que justement, un des principes aussi du travail, c'est la solidarité, quoi. C'est le partage, ça c'est clair. Pour moi, demain, s'il n'y a pas de partage, de toute façon, il n'y a rien qui vaille, quoi. Je ne revendique pas le travail absolument à tout prix dans n'importe quelle condition. Hein. Ouais. Voilà, donc, le travail, après ça veut dire produire quoi, pour faire quoi, voilà, dans quelles conditions, et tout ça, c'est ça le travail aussi, quoi. Moi je comprends les gens qui ne veulent pas travailler. Ouais. Aussi, enfin des boulots de merde, sous-payés, etc. Tout ça, voilà. Les travailleurs intermittents peuvent bénéficier de deux ressources de revenus. Non seulement c'est leur patron qui les paye, mais c'est aussi l'ensemble des patrons du secteur privé qui, par le biais des cotisations, payent une partie des ressources des intermittents. Et c'est pour ça qu'ils se sont battus, les intermittents. Et ils se sont battus non pas pour avoir de l'argent, ils se sont battus parce que quand votre employeur ne paye que la moitié de vos ressources, vous avez un rapport différent à votre employeur. Donc c'était ça le message. C'est-à-dire, imaginez qu'au fond, la moitié de vos ressources ne viennent pas de votre propre employeur. Qu'est-ce que ça changerait dans la relation salariale ? D'une certaine manière, déjà, ça rééquilibre la relation salariale. C'est-à-dire, le patron devient moins puissant. D'accord ? Vous pouvez plus facilement dire merde à votre employeur et aller voir ailleurs. Alors, d'autant plus que là, il y a un marché extrêmement fort. Mais surtout, et ça c'est le deuxième argument, c'est de dire, et qui a été très fort chez les intermittents, c'est de dire, une fois que vous êtes dans cette situation-là, en fait vous avez votre mot à dire sur la production. C'est-à-dire de dire, j'ai pas envie de travailler à l'Euro Disney, j'ai envie de travailler pour faire une pièce complètement tordue, d'un intellectuel, je sais pas quoi, russe, machin chose, alors que a priori le marché ne le permet pas, eh bien ça permet ça. Aux États-Unis, par exemple, on pourrait faire des comédies musicales.
parce que ça plaît au public. Donc, comme c'est le public qui paye, les patrons qui payent les salariés, eh ben, on doit plaire finalement au goût du public immédiatement. Alors que là, on a un contre-pouvoir professionnel fort. Et c'est ça, quand les intermittents disaient on défend la culture, ils ne défendaient pas la culture en général, ils défendaient leur possibilité à eux de s'exprimer, de définir la production. Et c'est ça qui explique aussi que ces intermittents ont un rapport, d'une certaine manière, assez libertaire, anarchiste, au marché du travail. Ils veulent pas... Enfin, les deux trucs qu'ils veulent pas, qui reviennent tout le temps, c'est l'usine. Alors, je ne sais pas ce qu'ils imaginent par l'usine, mais ça revient tout le temps, et le fonctionnariat. Pour eux, ça, c'est les deux trucs, il ne faut surtout pas. Mais c'est intéressant, du coup, c'est que l'emploi permanent pose question. Le vrai travail, celui qui ne fait jamais grève, qu'on ne voit jamais manifester, qui n'est pas syndiqué, qui piétine son collègue. El verdadero trabajo, le vrai travail, celui des pauvres, des 4 casques oranges de chez Bouygues, des contremaîtres qui appellent les manœuvres de la viande. Le vrai travail, celui qui bosse dur pour survivre misérablement, ou celui qui exploite dur les autres pour vivre dans des palais dorés avec des millions aux îles Caïmans. À l'heure où, disons, le plein emploi, là je parle pour l'ensemble du salariat, l'idée de plein emploi est un horizon de plus en plus incertain. Ça fait depuis les années 70 qu'on dit on va revenir au plein emploi. Bon, alors c'est fou parce que tout le monde est pour le plein emploi, mais ça fait quand même 35 ans qu'on se bat pour le plein emploi et que ça ne vient pas. Donc peut-être que on peut s'interroger sur d'autres modèles, des modèles alternatifs à ce modèle qui a été construit après-guerre de fonder tous les droits sur l'emploi. C'est-à-dire, au fond, de dire, quand vous perdez votre emploi, est-ce que vous devez tout perdre? C'est la situation un peu actuelle. D'accord? Vu que tous les droits à la retraite, tous les droits sociaux sont liés à l'emploi, est-ce que, sur le modèle des intermittents ou sur un modèle un petit peu décalé, on ne pourrait pas envisager d'autres supports aux droits? Notamment, par exemple, des droits inconditionnels liés à la qualification. On peut imaginer d'autres variantes. C'est ça l'enjeu, à mon avis, essentiel aujourd'hui, c'est de déconnecter le travail concret, ce qu'on fait, ce qu'on produit, et la rémunération, le salaire. Ce qu'il n'y ait pas, et finalement la dictature dans laquelle on est, c'est la proportionnalité entre ce qu'on gagne et le travail subordonné. Il y a une proportionnalité qui est très forte, c'est le temps de travail. Vous êtes caissière à mi-temps dans un supermarché, vous êtes au SMIC, enfin au demi-SMIC. Parce que, sous prétexte que vous travaillez que la moitié du temps, alors que vous avez peut-être, je sais pas, des transports pas possibles, des machins. Donc c'est quand même incroyable, finalement, la situation dans laquelle on est, où il y a une stricte proportionnalité entre temps de travail et rémunération. On pourrait imaginer que la relation ne soit pas totalement linéaire, que la caissière, elle soit payée à sa qualification, et puis qu'il n'y ait qu'une seule partie de sa rémunération qui soit variable, qui dépend du temps de travail. On pourrait dire qu'elle a le droit à 800 € de base. On considère a priori, enfin non, peut-être pas vous, mais généralement, en tout cas dans un monde libéral, on considère a priori que le salaire direct, celui que l'employeur verse aux salariés, est légitime, mais que dès que ça passe par un intermédiaire, par une caisse, où on mutualise des choses, alors là, ça devient du transfert, ça devient de la redistribution, ça devient un truc louche. Le vrai travail. Le vrai travail. Le vrai travail. Que le travail soit vrai, vraiment vrai. Le vrai travail. Le travail. Le vrai travail, sans statut. La liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail, selon Madame Parizeau et Monsieur Sarkozy. C'est ça, le vrai travail. Thank you.